Et non, ce que vous venez de voir n'est pas une représentation de l'éruption volcanique à Pompéi, mais bien de la grande inondation de mélasse de Boston. Et oui, aussi farfelu que cela puisse sonner, cet événement a bel et bien eu lieu à Boston en 1919. C'est cet événement que nous allons aborder aujourd'hui avec vous à C'est pas sucré, votre émission préférée de faits divers qui sont finalement pas si sucrés que ça. Pour vous mettre en contexte, un immense réservoir de mélasse a explosé dans le quartier de North End à Boston. Une vague de 8,7 millions de mélasses et haute de plus de 4 mètres a déferlé dans les rues à plus de 50 km/h. Ce changement brusque de température a fait chauffer la mélasse dans la citerne qui a alors commencé à fermenter. Les réservoirs, bien qu'âgés de 4 ans seulement, étaient mal conçus et coulaient déjà. La pression créée par la fermentation a été la goutte de trop. Le réservoir s'est transformé en cocotte minute géante. Mais la fermentation, c'est quoi? C'est un processus chimique en plusieurs étapes qui permet à des levures, donc des micro-organismes qui sont présents partout autour de nous, de se fournir en énergie. La première étape de la fermentation s'appelle la glycolyse. C'est donc de prendre des sucres, principalement du glucose, qui est la molécule juste ici, et de les séparer en plusieurs molécules d'acide pyruvique. L'acide pyruvique est donc lui-même ensuite transformé en acétaldéhyde via l'utilisation d'enzymes, qui sont des protéines spécialisées qui permettent de faciliter les réactions chimiques. L'acétaldéhyde est ensuite transformé en éthanol via un processus de réduction, où l'on va prendre l'hydrogène qui est libéré à l'étape de l'acide pyruvique, et on va l'additionner à l'oxygène présent sur l'acétaldéhyde pour obtenir de l'éthanol, soit de l'alcool. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, ce n'est pas la fermentation en elle-même, mais plutôt le sous-produit qu'on en obtient, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. L'accumulation de ce gaz dans la citerne, avec des parois déjà faibles, l'a fait céder. Parce que la mélasse est une substance extrêmement collante et visqueuse, il a fallu plus de 87 000 heures de travail pour tout nettoyer le déversement. Ceci équivaut à environ 3600 jours complets de travail, c'est énorme. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si collante, tandis qu'elle est composée seulement d'eau et de sucre? Très bonne question, JP. Cela s'explique par le fait que les molécules de mélasse ont beaucoup de force entre elles et entre leur environnement. En effet, elles se collent entre elles, mais aussi aux substances environnantes. Certains atomes présents dans les molécules de la mélasse ont des charges différentes. En effet, certains ont des charges plus négatives, alors que d'autres ont des charges plus positives. Ça marche un peu comme dans un aimant. Dans le fond, les charges positives et négatives s'attirent, et plus les charges sont importantes, plus il devient difficile de les séparer. Aussi, plus les molécules sont lourdes et volumineuses, plus les forces présentes entre elles seront nombreuses, mais aussi puissantes. C'est comme un velcro. Plus le velcro est grand, plus ces petits pics auront la chance de s'attacher à un autre velcro, et donc ils seront plus solidement attachés ensemble. En gros, c'est ça qui se passe ici. Étant donné que les liaisons entre les molécules sont super fortes, les molécules sont tissées très serrées et ça devient très difficile de les séparer. Malgré l'absurdité de cet événement, il a causé de grands dommages, tué une vingtaine de personnes et blessé des centaines. Morale de l'histoire, faites gaffe à la mélasse. Ce qui est sucré peut très rapidement virer amer. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un épisode de C'est pas sucré!